Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons les titres sommaires de cette édition. À Abidjan hier, le chef de l'État Alassane Ouattara recevait le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays et principalement sur les questions régionales et internationales, avec notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Le développement de l'agriculture ivoirienne, la politique semencière de la Côte d'Ivoire est exposée aux acteurs du développement de la filière agricole. Le pays ne produisant que 10% de ses besoins, ces acteurs travailleront à positionner la Côte d'Ivoire comme leader en matière de semences. Au Congo-Brazzaville, les résultats provisoires de la présidentielle sont contestés par l'opposition. Les adversaires du président Denis Sassou Nguesso s'insurgent contre sa réélection avec 88,57% des voix. Les opposants entendent former des recours. Bienvenue dans ce 13h. Un conseil des ministres est en cours au palais présidentiel ce mercredi. La réunion hebdomadaire du gouvernement a repris après plusieurs semaines. La dernière remonte au 3 février dernier. Les conclusions de cette rencontre vous seront proposées au cours de nos prochaines éditions. Autre activité du palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara recevait hier le président du Niger, Mahamadou Issoufou. L'entretien a porté sur la collaboration entre les deux chefs d'État. Elle aura permis d'enregistrer des progrès sur le plan de l'intégration régionale et continentale, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le point de cette rencontre au palais présidentiel avec Viviane Aïma. Avant de céder la charge de président de la République du Niger le 2 avril prochain à son successeur, le président Mohamed Bazoum, nouvellement élu à l'issue d'élections démocratiques, le président Mahamadou Issoufou a rendu ce mardi 23 mars une visite d'amitié au président Alassane Ouattara. Reçu au palais présidentiel avec les honneurs militaires dus à son rang, le président Mahamadou Issoufou a expliqué le sens de cette dernière visite en tant que chef d'État à son homologue ivoirien. Il a salué la qualité des relations personnelles qui les lient et a mis en avant l'implication dont a fait preuve le président de la République Alassane Ouattara dans l'avancement des grands chantiers économiques sur le continent africain que sont la mise en place de la monnaie unique, l'ECO, et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Enfin, il a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa solidarité concrète dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Chers frères, il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Au niveau de l'UEMOA, je peux citer pour exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique, réforme faite dans la perspective d'ailleurs de la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé
même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid-19 qui a fait voler en éclats le pacte de convergence qui était en place. Je voudrais aussi citer le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, dossier sur lequel j'ai eu très fortement ton soutien en tant que champion désigné par la conférence des chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je te remercie pour l'accompagnement, le soutien dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Pas plus tard qu'au sommet de N'Djamena, le dernier sommet du G5 Sahel, le message fort que tu as envoyé a été bien compris par l'ensemble de nos peuples de la région sahélienne et du bassin du lac Tchad. La Côte d'Ivoire a manifesté sa forte solidarité dans ce combat que nous menons pour la sécurité du Sahel et pour la sécurité du bassin du lac Tchad et pour la sécurité de la région tout court. Et nous avons apprécié le soutien financier de la Côte d'Ivoire, surtout pour le financement du contingent tchadien qui a été donc déployé dans la zone de 3 frontières. Cela n'est pas passé inaperçu. Je voudrais vraiment te remercier très fortement pour ce soutien financier qui permet de continuer l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Et j'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc, grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés. Et nous ferons tout ce qu'il faut, et tout ce que nous serons demandés à faire, parce que c'est un combat commun. Et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes. Et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Après cet au revoir à son ami et frère, le président Mahamadou Issoufou a regagné son pays. Voilà, au terme donc de cette visite d'amitié et de travail durant laquelle le président Mahamadou Issoufou a exprimé sa compassion face à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président du Niger a regagné son pays hier dans l'après-midi. Le deuil traversé par la nation ivoirienne suite à la disparition du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, émeut la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a dépêché un émissaire auprès de son homologue ivoirien pour transmettre sa compassion et le soutien de son peuple. Son émissaire a été reçu hier au palais présidentiel. Le compte-rendu de Viviane Aïma. L'élan de solidarité suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est toujours vif. Le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo, François Beya, a été reçu ce mardi 23 mars au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de condoléances du président Étienne Tshisekedi adressé à son homologue ivoirien.
Et hors de la Côte d'Ivoire, les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger portent également le deuil. Les ambassades de Côte d'Ivoire en Inde et en Turquie ont rendu hommage au défunt Premier ministre pour immortaliser la mémoire de l'illustre disparu. Un livre de condoléances a été ouvert au sein de ces deux représentations. Jean-Marc Djadji. Ambassade de Côte d'Ivoire à New Delhi, cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Prenant la parole à cette cérémonie qui a réuni tout le personnel de la chancellerie, l'ambassadeur Eric Kami Indri a salué les qualités professionnelles et humaines de l'illustre disparu. Des qualités qui faisaient de Ahmed Bakayoko une personnalité respectée à l'extérieur du pays. Même son de cloche en Turquie. Le drapeau ivoirien est en berne à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'initiative de l'ambassadeur Kadijata Touré, un livre de condoléances est ouvert. Plusieurs personnalités sacrifient à la tradition. Des mots pour traduire la compassion du corps diplomatique accrédité en Turquie à l'endroit du peuple ivoirien et de son président qui perd son chef de gouvernement. Nous parlons du développement agricole à présent. Quel type de semences faut-il à l'agriculture ivoirienne? La réponse à cette question est définie par la politique nationale semencière. Une certitude, c'est que notre agriculture a besoin de semences de qualité qui garantira un excellent rendement. Et les principaux acteurs du développement agricole en Côte d'Ivoire ont été instruits sur le sujet et principalement les caractéristiques d'une semence de qualité. Un atelier sur la politique nationale semencière initié par le ministère de l'Agriculture et du développement rural. Le détail de Jean-Luc Bongo. En réunissant au cours de cet atelier les représentants de fêtières et principales structures de développement agricole, le ministère de l'Agriculture et son partenaire Africa Seeds veulent sensibiliser sur l'importance de la politique semencière et son rôle central dans le développement et la transformation de l'agriculture ivoirienne. Au moment où le monde entier cherche des solutions pour nourrir tous les habitants de la planète, la production de semences de qualité paraît être la voie la plus indiquée pour garantir la sécurité alimentaire, puisqu'il n'y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sémencière. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2014 d'une politique nationale semencière. Son objectif, améliorer la qualité, la diversité et la sécurité de l'approvisionnement en semences des producteurs du pays. On ne peut pas parler de modernisation de l'agriculture sans avoir de la semence de qualité. De nos jours, la semence de qualité, c'est justement arriver à remplacer les semences traditionnelles que nos parents avaient l'habitude d'utiliser pour, comme on dit, l'agriculture d'autoconsommation et de subsistance. Maintenant, il s'agit de moderniser, donc il faut arriver à trouver des variétés pour les végétaux et des espèces pour les animaux qui puissent non seulement avoir la qualité d'être supérieurs. Les acteurs du secteur agricole ont ainsi été invités à réfléchir aux orientations stratégiques de la filière sémencière afin de positionner la Côte d'Ivoire comme leader en matière de semences, en définissant notamment les actions pour capitaliser les acquis et les consolider. Parlons de la filière du cajou. La campagne de commercialisation de l'anacarde s'est ouverte en février dernier. Avec elle, le développement de la filière est pensé. Nous avions vu récemment les initiatives de transformation de la noix de cajou par les coopératives. Eh bien, elles auront impulsé l'essor de l'industrialisation de la filière. Une zone industrielle dédiée à la spéculation agricole verra le jour. Elle sera constituée d'unités de production situées à Bondoukou, Korogo, Boaké et Séguéla. L'opportunité de cette zone industrielle est présentée ici dans ce dossier EcoPlus de Noël Gagnon. Voilà l'image virtuelle de la zone agro-industrielle de Bondoukou dédiée à l'anacarde. Son coût de réalisation, 9 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 12 mois. Commençons par comprendre la portée d'une zone agro-industrielle. C'est un espace qui permet de réunir un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation des produits. Le plus souvent est rattaché à un ou plusieurs produits agricoles. Maintenant que nous sommes situés, quels sont les enjeux d'une zone dédiée? Et en tant que premier pays producteur, nous ne transformons que 20% de notre production. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accroître rapidement la transformation de l'anacarde, parce que si nous exportons
l'anacarde brute, il y a moins de valeur ajoutée et nous en tirons moins profit. Donc pour que les producteurs et l'État puissent tirer beaucoup plus de gains à l'activité de production et d'exportation de l'anacarde, il est bien de pouvoir transformer davantage sur place. Et cette transformation passe par, bien sûr, des infrastructures appropriées, dont la création d'une zone agro-industrielle dédiée à l'anacarde. On comprend donc la réaction des populations avant l'heure. Pour un devoir de reconnaissance au nom du roi des Brons et de toute la communauté du Gontougo, dire merci au chef de l'État pour ce qui vient de se passer. Nous sommes des gros producteurs et sans transformation, nos efforts sont vains. La construction de cette usine de transformation de l'anacarde va apporter une contribution importante à la question de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Sortons des émotions, source de cette mobilisation sans pareil, pour être les témoins privilégiés de ces gestes chargés de sens, et allons à la présentation du projet par le maître d'œuvre, le conseil coton anacarde. La zone agro-industrielle de Bontoukou, ce n'est pas une usine, mais c'est au moins 4 usines de grande capacité, avec toutes les commodités, des entrepôts de stockage et une aire de séchage sur environ 1 hectare pour de meilleures conditions de stockage des produits de la région. Capacité de transformation minimale, 60 000 tonnes par an dans cette zone jadis grande productrice. D'environ 70 000 tonnes, on était tombé à 17 000 tonnes. Et la campagne de sensibilisation a fait que c'est remonté pour l'année 2020 à 44 000 tonnes. D'où l'interpellation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fils de la région. Ils sont nombreux les investisseurs qui sont là. Et ils sont aussi nombreux ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais quel investisseur viendrait s'installer sur cette zone, quelle que soit la beauté des aménagements qui y sont faits, s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité et en qualité? Il nous faut donc rassurer les investisseurs qu'en s'installant sur cette zone industrielle, ils s'offrent la possibilité d'avoir la meilleure qualité de cajou ivoirien en grande quantité. Premier bénéficiaire du projet, les femmes. 60% des emplois générés. Pour les emplois de cette industrie naissante, le Conseil du coton anacarde a pris des dispositions en amont. Cet institut-là a pour rôle de mettre à la disposition de toutes ces unités-là du personnel qualifié, des jeunes diplômés et même non, pour maîtriser au mieux le métier de la transformation. Deuxièmement, pour leur installation, au niveau de l'ingénierie industrielle, cet institut a pour vocation également pour les accompagner dans le dimensionnement, dans l'organisation, dans la maîtrise de tous les métiers de la transformation, de ces unités de transformation. Et même au niveau de la commercialisation, quand il faut s'attaquer au marché international, le centre également a pour vocation de les accompagner pour qu'ils maîtrisent au mieux le métier de la commercialisation de l'anacarde à l'international. La formation et l'encadrement des transformateurs, d'accord. Qu'en est-il de la chaîne de production? À ce niveau, le Conseil du coton anacarde s'est donné les moyens d'une production de qualité en quantité par les producteurs à travers diverses réalisations socio-économiques de base. Il s'agit notamment de la construction des ponts pour faciliter la commercialisation intérieure des produits agricoles, de la réhabilitation des vergers d'anacardiers qui consiste à réduire le nombre d'arbres sur les parcelles afin d'augmenter donc le rendement. Il s'agit aussi de l'installation de stations de pompage à énergie solaire pour apporter de l'eau potable sans que nos mamans aient à se fatiguer. Autre disposition prise pour sécuriser l'investissement, le paiement de la purge foncière. Toutes les procédures administratives, toutes les procédures coutumières qu'il fallait conduire et en moins d'1 an, nous aboutissons à ce résultat palpable. Toutes choses étant égales par ailleurs, cet ensemble d'actes aura un impact sur le développement socio-économique de la région. Tous les acteurs de la chaîne de valeur se rencontrent. Les producteurs ou les transformateurs se rapprochent de la zone de production de la matière première. Donc cela réduit les coûts et pour pouvoir gagner en compétitivité. Et on rapproche aussi pour que les industriels interagissent avec les producteurs de la matière première en termes de financement des producteurs, en termes de coaching de ces producteurs, en termes d'offres d'intrants, par exemple, pour améliorer la productivité de ceux qui travaillent, je dirais, dans les champs. Au total,
Il s'agit à travers cette initiative d'éviter les pièges de la filière cacao. À l'horizon 2025, notre production de noix brutes aura franchi le 1 million de tonnes, contre aujourd'hui 800 000 tonnes. Il nous faudra donc être capable de transformer totalement au moins la moitié de ce volume pour assurer un équilibre du marché mondial de l'anacarde et assurer un revenu décent à nos parents producteurs. En plus de la zone agro-industrielle de Bondoukou, 3 autres zones seront réalisées à Séguéla, Bouaké et Korogo. Notons que la zone de Séguéla sera identique à celle de Bondoukou. Quant aux zones de Bouaké et Korogo, elles occuperont plus de place, respectivement 25 et 55 hectares, avec chacune 7 unités industrielles. Voilà les premiers jours de l'industrialisation de la filière agricole en Côte d'Ivoire. Quelle opportunité pour les producteurs, mais aussi pour notre économie. C'est un dossier EcoPlus de Noël Gagnon à revoir sur rti.ci. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, 140 jeunes de la ville de Kouto pourront contribuer à l'économie ivoirienne. Ils ont reçu un appui financier du gouvernement pour entreprendre. L'aide s'élève à 63 millions de francs CFA. C'est un apport financier pour ces jeunes entrepreneurs qui s'inscrivent dans la 3e phase du programme Agir pour les jeunes. On voit cela avec Ami Sissoko. Dans la 3e phase du programme Agir pour les jeunes, 140 jeunes du département de Kouto bénéficient d'un montant de 63 millions de francs CFA. Les 40 premiers reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, pour le financement de leurs projets. Nous ferons bon usage des prêts qui nous ont été octroyés et que nous les rembourserons dans le sérieux le plus total afin de préserver la chaîne de solidarité. Le programme Agir pour les jeunes, mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, est un dispositif de promotion de l'entrepreneuriat dédié au financement des projets de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans. Les financements vont de 100 000 à 1 million de francs CFA pour les projets individuels et jusqu'à 2 500 000 francs CFA pour les projets collectifs. Tous les secteurs d'activité sont visés. Déjà en 2020, dans le cadre de la 2e phase de l'opération Agir pour les jeunes, 152 jeunes avaient reçu 72 444 800 francs CFA. Chers amis jeunes, les opportunités pour votre insertion sont disponibles dans nos agences emploi jeunes et nos guichets emploi. Il suffit de vous y rendre pour bénéficier du dispositif qui est adapté à votre situation. Ce geste noble va sans doute impacter, voire changer positivement la vie de ces jeunes bénéficiaires ainsi que celle de leurs familles respectives. Et cette action est une pierre de plus apportée au champ des nombreuses actions sociales du gouvernement à l'endroit des populations ivoiriennes. Au total, pour le département de Kouto, ce sont 1696 bénéficiaires pour un montant de 1 662 millions de francs CFA qui sont investis dans les projets Agir pour les jeunes. Voilà des actions qui impulsent le développement de nos régions. L'action gouvernementale s'étend aussi à l'amélioration du système éducatif. L'exemple, dans le département d'Agny-Bilécrou, où a été construit un collège de proximité. L'infrastructure est bâtie dans le village d'Amoriacro. L'investissement est estimé à 160 millions de francs CFA. Le reportage de Hermaniamia. C'est un établissement prêt à accueillir dès la rentrée scolaire prochaine ses premiers élèves qui vient d'être livré aux populations d'Amoriacro, village de la sous-préfecture de Doufrebo dans le département d'Agny-Bilécrou. La construction de cet établissement, qui s'inscrit dans le projet à impact rapide des régions, est l'œuvre du conseil régional de l'Indéné-Guablé. Chers parents de Amoriacro, nous sommes là pour vous remettre les clés de votre collège. Il y a à peine 3 mois, nous étions passés ici pour poser la première pierre. Il y a des gens qui disaient « Oh, ce sont les hommes politiques. Ils sont venus
vous mentir. Ce collège ne se fera pas. Voilà le collège flambant neuf que le président de la République vient d'offrir encore à Amoreakro et au village environnant. Construit sur une superficie de 4 hectares, le collège de proximité d'Amoreakro a coûté environ 169 millions de francs CFA. Il comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments pour les salles de classe, un bâtiment des salles spécialisées, une cantine, un bloc de latrines et une aire de jeu. En ces circonstances pareilles où les mots sortent difficilement, tant l'émotion est grande, je voulais modestement, au nom de la chefferie, adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vieux rêve, qu'est la construction d'un établissement secondaire dans notre village. Les populations ont imploré Dieu pour que les futurs pensionnaires aient l'esprit ouvert afin que de cet établissement sortent des futurs hauts cadres du pays. Nous rappelons également que le gouvernement planifie la construction de 60 nouveaux collèges de proximité dans les régions qui profiteraient à plus de 42 000 élèves des zones rurales. Voyons à présent le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point de la situation sanitaire à cette heure fait état de 267 nouveaux cas de Covid-19, 442 nouvelles personnes guéries et aucun cas de décès ont été également recensés à cette date. La Côte d'Ivoire comptabilise ainsi 40 868 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels on dénombre 36 944 personnes guéries, 222 personnes décédées. Il reste encore 3 702 cas actifs. Veillons au respect des gestes barrières. Et pour les personnes ciblées par la campagne de vaccination en cours, vous êtes priés de vous rendre dans les centres prévus à cet effet. Une campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 est donc en cours dans le pays depuis le 1er mars 2021. À ce jour, plus de 20 000 personnes ont reçu leur dose de vaccin anti-Covid. Le vaccin administré dans les 61 centres de vaccination en Côte d'Ivoire est le vaccin AstraZeneca. Après la polémique en Europe sur ce vaccin, les autorités sanitaires ivoiriennes rassurent de l'efficacité de ce remède anti-Covid. Le point de Salima Toudia. Plus de cas positifs ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire enregistre ses taux de positivité les plus élevés, avec 19,6% au mois de mars, largement au-dessus des 5% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son plan stratégique de riposte, la campagne de vaccination contre la Covid-19. 24 639 personnes ont été vaccinées à ce jour, avec 61 centres de vaccination ouverts à Abidjan pour l'heure. La Côte d'Ivoire a décidé de vacciner 58% de sa population afin d'atteindre une immunité collective. COVAX a promis nous soutenir sur la phase 1 en prenant en charge les vaccins pour 20% de la population, soit 5,6 millions de personnes. Et le nouvel accord de financement avec la Banque mondiale prévoit également acquérir des vaccins pour 19% de la population, soit 5,3 millions de personnes. La phase 2 et la phase 3 seront concernées par ce financement. Des doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer ou encore Sinovac sont attendues. Nous attendons 1 740 000 doses de vaccins AstraZeneca d'ici fin mai, plus tard. Nous attendons également 100 000 doses de vaccins Pfizer d'ici mi-juin. Je dois dire également que nous attendons de la Chine 100 000 doses de vaccins. C'est un don gratuit, 100 000 doses de vaccins, probablement dans la semaine. C'est le vaccin Sinovac. La troisième phase, concernant les personnes dont l'âge est compris entre 18 et 49 ans, sera bientôt lancée. La campagne s'étendra également à l'intérieur du pays, avec entre autres les villes de Bouaké et San Pedro. La Covid-19 influe également sur les compétitions sportives. Le championnat de Ligue 1 qui s'ouvre le samedi 27 mars prochain se jouera à huis clos en raison de la pandémie. Une décision du comité de normalisation du football ivoirien. Et pour la reprise de ce championnat national interrompu depuis mars 2020, la FIFA a par ailleurs limité le nombre de personnes autorisées à accéder au stade durant la compétition. Des mesures barrières devront être
être strictement observées afin de protéger les joueurs et également les encadreurs des équipes. Nous parlons à présent du climat. On observe depuis la nuit dernière à Abidjan des variations de température après les averses. Le temps est un peu plus doux en cette fin de matinée alors que ce mois est annoncé chaud par la Sodexam. De quoi s'interroger sur la variation du temps et ça tombe bien. Hier était célébrée la journée météorologique mondiale. Cette journée a mis à l'honneur cette année l'océan, le temps et le climat. En Côte d'Ivoire, un accent particulier est mis sur la protection des océans. Les explications de Constant Kokora et Serge Coléa. L'océan, le temps et le climat, 3 facteurs étroitement liés au sein du système Terre. 3 données à prendre en compte par les experts selon la vision de l'Organisation mondiale de la météorologie. L'océan, notre climat et notre temps, c'est le thème de la journée météorologique mondiale 2021. L'Organisation météorologique mondiale veut attirer notre attention du rôle déterminant que joue l'océan dans la régulation de l'atmosphère. De faire en sorte que notre océan ne soit pas trop chaud. Parce que l'océan trop chaud, trop d'humidité dans l'atmosphère, trop de nuages, trop de pluie, les catastrophes. Vous savez, le problème des régions côtières que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est dû aussi à la montée du niveau de la mer. La Sodexam, l'autorité nationale de la météo en Côte d'Ivoire, œuvre dans ce contexte pour une meilleure connaissance du climat. Faire en sorte que les structures de l'État s'approprient les questions de préservation des océans. L'important de cette journée est de pouvoir sensibiliser les populations, sensibiliser les communautés, sensibiliser les décideurs sur l'importance de la météorologie dans les activités socio-économiques. Toutes les activités socio-économiques sont impactées par les variations climatiques. Donc la météorologie vient en amont apporter des solutions d'adaptation à ces variations climatiques en vue de permettre une meilleure prise en compte de l'effet du climat sur chaque activité socio-économique. Pour les responsables de la Sodexam, la journée météorologique mondiale 2021 est une exhortation aux populations. Celles-ci doivent adopter les bons comportements en vue de la protection et de la restauration de nos océans. Hors de nos frontières, au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est réélu avec 88,57% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. Ces résultats provisoires de la présidentielle de dimanche dernier sont contestés par l'opposition qui juge le scrutin de calamiteux. Les opposants entendent former des recours. La rapidité de la publication de ces résultats provisoires et certains articles de la Constitution motiveraient leur décision, notamment l'article 70 de la Constitution qui prévoit les cas de report ou d'annulation de l'élection en cas de décès d'un candidat. Selon le président de la commission électorale locale, le cas Guy Brice Parfait Kolela ne s'applique pas car le candidat est décédé après la tenue du vote. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. À 15h, suivez l'information de nos régions. D'ici là, portez-vous bien.